Bien le bonsoir, édition spéciale consacrée ce soir justement au projet de loi portant révision de la Constitution, un réajustement qui s'est avéré nécessaire suite à cette volonté du chef de l'État Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre de l'architecture du gouvernement, de l'architecture gouvernementale, une décision qui impose bien évidemment une réorganisation autour des différentes institutions qui interagissent au sommet de l'État du Sénégal, d'où ce projet de réforme qui sera passé au peigne fin demain, jeudi, à l'hémicycle, précisément par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, l'exposé des motifs s'est voulu précis et clair sur le type de régime notamment, régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé avec notamment la suppression du poste de Premier ministre. Pour en parler sur ce plateau ce soir avec moi, le professeur Ndiogou Sarr, spécialiste de droit public. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Diarra. Et puis à ma gauche, le docteur Ousseynou Ka, politiste. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, permettez-moi de vous livrer ces décisions qui émanent du dernier Conseil des ministres, ces nouvelles nominations. En attendant, quelques bribes en attendant le communiqué. Ces nominations, donc les voici. Biram Faye est nommé directeur de l'agence de sécurité de proximité, ASP. Mamboy Diao est nommé directeur des domaines. Et Bibi Baldé, directeur de la Poste, directeur général de la Poste. Pape Gorgui Ndong est nommé directeur de la LONASE. Et Abdoulaye Sow, directeur du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Nous en revenons à notre sujet, cette réforme, donc ce projet de loi portant justement suppression du poste de Premier ministre. D'abord, l'intention, pour ne pas dire l'annonce, avait suscité, on le sait, les passions. Aujourd'hui, nous avons le texte entre les mains. Quelle première appréciation vous en faites en attendant que l'on s'arrête bien entendu sur les articles qui interrogent? Est-ce que le tollé était à la hauteur de ce que l'on découvre dans ce texte, professeur, aujourd'hui? Merci, M. Diakhaté. En fait, oui, c'est vrai. Oui, vous savez aussi, il y a un texte pour l'apprécier. Je pense qu'on a des éléments qui nous permettent d'avoir une idée, et c'est souvent l'exposé des motifs. Et j'ai essayé de parcourir l'exposé des motifs, mais j'avoue que, en réalité, je ne vois rien de nouveau qui justifierait effectivement une telle réforme, pour la bonne et simple raison qu'on est parti de la dernière réforme constitutionnelle de 2016, où le président de la République a estimé qu'il avait procédé à une réduction de la durée du mandat du président de la République, qui a été écourtée maintenant à 5 ans, et par conséquent, il a besoin d'avoir des procédures beaucoup plus efficaces pour mener à bien sa politique. Par conséquent, je crois que pour un argument, pour un motif par rapport à une réforme aussi ambitieuse, une réforme aussi importante, me paraît extrêmement limité. Et c'est pourquoi, à travers cela, je n'ai pas trop compris. Donc ce n'était pas à la hauteur. Je n'ai pas compris l'opportunité ou l'urgence d'une telle réforme. Et peut-être en entrant dans les débats, on pourra y revenir par rapport effectivement au dispositif qui a été proposé et aux différentes dispositions de la Constitution qui nécessairement devraient être revues. Mais si on se limite à l'exposé des motifs, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire qui pourrait justifier éventuellement une modification de la Constitution. Donc vous diriez que la montagne a accouché d'une souris quelque peu? En principe, oui, mais il faut aller au fond pour voir aussi ce qui a été proposé, pour en rendre compte qu'en réalité, toutes ces réformes ne touchent qu'une seule chose, la suppression du poste Premier ministre. Avec une seule petite incidence par rapport à la position des députés qui sont au niveau du gouvernement et qui retrouvent leur poste quand ils auront libéré de la tâche gouvernementale. Docteur Ousseynou Ka, votre première lecture. Ouais, je vous remercie Khalifa, et je suis très enthousiaste en fait de partager ce plateau avec mon ancien professeur, le professeur Ndiogou Sarr. Donc mes premières impressions, Khalifa, en fait on voit que le texte est assez présidentiel en fait. On voit qu'il y a une superpuissance en fait du président de la République par rapport à ce texte. Parce que les motifs en fait énoncés, c'était juste par rapport à la célérité. On parle de célérité, on parle d'efficience. En fait, là on voit des questions de politique publique, d'économie. Mais au fond, on supprime en fait un Premier ministre. Mais en fait là, on est dans une question purement politique. Je ne vois pas en fait, j'ai regardé tous les contours, mais textuellement, je ne vois rien de juridique. C'est plus politique. En plus, comme je l'ai dit, en fait, il n'y a rien en fait de nouveau.
c'est juste une révolution néolithique d'une certaine manière. Parce que au Sénégal, depuis de 60 à 63, il y a eu en fait ce qu'on appelle les deux Caïmans mâles. C'est-à-dire il y avait Senghor et Dia en fait de l'autre côté qui s'opposaient. Là, il y avait une dualité au pouvoir. Là, on peut parler en fait d'un premier ministre assez fort. Mais de 70 à 1980, il n'y avait pas de 63 à 70, il n'y avait pas de premier ministre. Donc, on est accoutumé en fait des faits de n'avoir pas de premier ministre. Mais institutionnellement aussi, on a cette expérience-là politique du premier ministre. On est habitué à cette expérience-là. Pourquoi le changer? Parce que quand vous voyez aussi, quand vous revisitez l'histoire, il y a les contingences ou la conjoncture en fait qui donne en fait une vision au président de la République de changer le premier ministre. Mais là, par rapport au climat politique ou par rapport à la conjoncture, il n'y a rien de nouveau. Donc pourquoi ce changement? Être dans la perspective ou même je dirais dans la prospection, on voit en fait absolument rien du tout. Pourquoi? Là, je vais revenir peut-être parce qu'on ne sait pas. À peu près. Même politiste, là, on ne peut pas voir. Sous les radars de la politique, il n'y a absolument rien. Il faut circuler. Même le peu de temps que lui laisse le quinquennat ne saurait justifier cette volonté. Parce que là, les prochaines élections, c'est 2022, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qui précipite en fait cette réforme-là? De la présidentielle ou des prochaines élections. Oui, de cette suppression en fait. Suppression de Premier ministre. Très bien. Je ne vois rien de nouveau. Alors, en tout cas, 22 articles de la Constitution sont abrogés et remplacés par d'autres dispositions. Alors, à cette échelle, peut-on parler de bouleversement, pour ne pas dire tripatouillage, comme certains, ou l'on peut simplement se limiter à la dernière phrase de l'exposé des motifs, justement, vous l'évoquez tout à l'heure, qui parle de tirer les conséquences rédactionnelles de la suppression du poste de Premier ministre. Est-ce que ça, ce n'est pas un aveu, justement, par rapport à votre première lecture qui vous conforte, qui conforte la première lecture que vous avez faite? En effet, il est vrai que quand on supprime le poste Premier ministre, il va de soi qu'on va toucher toutes les dispositions de la Constitution qui faisaient allusion effectivement à cette station. C'est normal donc qu'on touche la Constitution. Et si vous regardez, ce sont uniquement ces articles qui ont été complètement changés, mais sinon il n'y a pas autre chose. Mais seulement si je pourrais revenir un peu, vous savez que aussi la modification de la Constitution est une prérogative constitutionnelle que le président a. Je pense qu'on ne peut pas lui disputer ses prérogatives. C'est lui seul qui juge à quel moment il a envie de faire des réformes. Et je pense qu'une réforme aussi, on est logique. Une réforme, toujours, c'est pour améliorer, c'est pour avancer. C'est pourquoi, au début, quand on a lancé l'idée de la suppression, j'ai dit qu'attendons de voir ce qui est derrière ce projet, parce que réellement, ce qui se passe dans la tête de chef d'État, on ne sait jamais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peut-être quelque chose de politique, il y avait des non-dits. Mais si on regarde de plus près, et tout à l'heure, vous avez fait allusion à la période depuis 63. Oui, mais la période de 63 n'est pas la période de 2019. La période 83 n'est pas la période de 2019. Le président Macky Sall n'est pas le président Senghor, il n'est pas le président Abdou Diouf. Ils ne sont pas en situation de crise. En 1962, pour un petit rappel, c'était une hiérarchie au niveau de l'exécutif. Où nous avions, par exemple, l'essentiel des pouvoirs qui étaient définis par le président du Conseil, qui était aujourd'hui assumé au Premier ministre. Et à l'époque, même la répartition de commune n'est pas claire. Si vous regardez, je prends un seul exemple, sur les forces armées, le président de la République, M. Professeur Senghor, à l'époque, était le chef suprême des armées et c'est le président du Conseil qui disposait des forces armées. D'où la crise qu'on a eue en 62 qui devait faire bouger, démobiliser les forces armées. Cela veut dire que quand le président Senghor s'est rendu compte qu'il y a eu un problème, parce qu'au lendemain des indépendances, tous les pays africains, pour l'essentiel, ont expérimenté le modèle du régime parlementaire pour asseoir la souveraineté populaire. Mais on s'est rendu compte par la suite que cela a créé des crises au niveau du conflit qu'il y a de pouvoir. Et le président Senghor a estimé donc que c'est un modèle qui n'était pas viable pour les pays africains et il a réformé pour mettre en place un régime présidentiel. Mais au passage, on s'est rendu compte que le régime présidentiel est un régime qui n'a prospéré nulle part ailleurs que là où ce qui ont initié les États-Unis. Même, on va y revenir, on parle de régime présidentiel. En réalité, il n'y a pas de régime présidentiel. Ce qui s'est passé, c'est que le président Senghor a voulu mettre un présidentialisme, en fait, un régime présidentiel où tous les pouvoirs devenaient au président de la République. Conséquence, on a abouti effectivement à domicilier l'essentiel des pouvoirs au palais et non plus, et le poste Premier ministre n'avait plus sa raison d'être. Et cela est différent de 83 où le président
Abdou Diouf a hérité d'un pouvoir sans aucune légitimité, l'article 35, et qui a été contesté au sein de la formation majoritaire qui était le Parti socialiste. Et ensuite, par rapport à certaines considérations, il a voulu aussi supprimer ce poste pour avoir l'écho de France et tenir l'administration. Et vous vous rappelez, c'est ce qui avait amené le Premier ministre Jean Collin tout-puissant et qui a fini par être remplacé aussi par Ousmane Tanor Dieng. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte de 62, ni dans le contexte de 83, et le président Macky Sall n'avait pas les problèmes que le président Abdou Diouf avait au plan de la légitimité ou le président Senghor au plan de la hiérarchie constitutionnelle. Par conséquent, ça pose le problème de l'opportunité. Maintenant, il est vrai qu'en supprimant poste Premier ministre, fondamentalement, on va chambouler l'armature institutionnelle. Parce que le gouvernement est une institution dans notre constitutionnel. Mais en tant qu'institution, il est évident que quand on touche quelqu'un qui est central dans cette institution, fondamentalement, ça aura des répercussions. Tout à fait. Des répercussions. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, moi je pense que la question dépasse même cette volonté de supprimer un Premier ministre, mais on doit aller plus loin par rapport à nos constitutions. On s'est rendu compte en Afrique que les chefs d'État aujourd'hui, de façon très légère, ont tendance à modifier nos constitutions, même si c'est une prérogative que la Constitution le reconnaît. Et ce qui est bizarre dans tout cela, c'est qu'on s'est rendu compte que le mode de modification, le choix même de la modification de la Constitution par la voie législative ordinaire, montre en quel point les gens minimisent ou banalisent nos constitutions. Surtout, on sait qu'on a déjà une majorité qui est confortable au niveau de l'Assemblée, qui ne cherchera pas à comprendre. À partir de ce moment, les modifications passent. Finalement, on assiste, l'exécutif ou le pouvoir, les dirigeants, se donnent même une position de décision unilatérale, de modification de la Constitution selon les intérêts personnels et les enjeux du moment. Et c'est ça qui pose problème. Et je pense que c'est ça qui amène le président aujourd'hui à vouloir changer, parce qu'en réalité, je ne vois pas en quoi la suppression du poste Premier ministre uniquement pourrait avoir comme répercussion au plan performance, au plan efficacité sur la gestion de l'État. Et là, nous avons trois dimensions, on va y revenir. Il y a une dimension constitutionnelle, il y a une dimension politique et une dimension administrative. Absolument. Regardons, est-ce que parmi ces trois dimensions, laquelle pourrait nous aider à comprendre ou justifier le bien fondé effectivement de ce désir de réformer. Alors, docteur Ousseinouka, donc sommes-nous, à entendre professeur Ndiogou Sarr, sommes-nous en face justement d'une image d'Épinal qui cache très très mal cette volonté-là, pour certains en tout cas, de tripatouiller? Bon, dire tripatouiller... 22 articles, c'est énorme, 22 articles, c'est énorme. Mais par contre, parce que moi, en fait, je suis un peu surgical par rapport, par rapport au terme. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le Premier ministre a juste un rôle d'arbitre. Et aussi, c'est lui le chef de l'administration. Peut-être par rapport à l'articulation, il y a un souci fondamental. Même, je disais, en fait, parce que c'était une sorte, en fait, de gilet de balle pour le président de la République. Une sorte de fusible. Parce que là, le président de la République va devenir vulnérable, en quelque sorte. Parce que, imaginez, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'opposition et le président de la République. Donc, il est vulnérable, en fait. Parce que le Premier ministre jouait ce rôle de fusible. Mais là, on voit qu'il n'y a rien, en fait. Donc, il y a comme si, en plus de ça même, au-delà de ça, du moins, en fait, le président, pour moi, en fait, doit jouer, en fait, un rôle d'arbitre, mais pas un rôle de direction. Parce que là, il joue vraiment un rôle de direction. Très bien, nous l'évoquerons tout à l'heure en profondeur, mais il y a évidemment une lecture globale, mais il y a certains articles qui peuvent interroger, faire poser des questions, qui méritent que l'on s'y arrête. Par exemple, l'article 52 du titre 3 notamment, du président de la République. Je cite, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national où l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Déjà, on s'en tient là d'abord, avant de... Mais par contre, il y avait ce qu'on appelle les pouvoirs propres du président de la République. Et ces pouvoirs, si on regarde, ce sont des pouvoirs aussi exceptionnels. Il y avait ce qu'on appelle du domaine partagé, les pouvoirs qu'il partageait avec le Premier ministre. Parce qu'en temps de guerre ou en temps de crise, on donne les pleins pouvoirs au président de la République. Ça, c'est normal. Mais si on voit aussi, si on suit en fait le présidentialisme comme l'exemple des États-Unis, mais si on fait la transposition, en fait, donc le gouvernement serait juste un cabinet présidentiel en quelque sorte. Donc on voit que la superpuissance du président va revenir en quelque sorte. Très bien. Donc, en plus, il y a autre chose aussi.
c'est lui qui prend l'initiative des lois. L'initiative des lois veut dire que le président va mettre un pied à l'Assemblée nationale. Ça, c'est aussi assez bizarre. C'est une bizarrerie constitutionnelle, si je peux parler ainsi. Parce qu'un président de la République qui prend l'initiative des lois aussi, c'est un peu complexe. Alors, je poursuis avec vous sur l'autre alinéa. Il peut, après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la nation. Ça aussi, c'est le rôle du président de la République. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre rôle de direction et rôle d'arbitre. Tout à fait. Parce que normalement, le président de la République doit jouer ce rôle d'arbitre entre les institutions. Il devait normalement jouer ce rôle d'arbitre. Mais comme là, il y a la suppression du poste de Premier ministre, comme je l'ai dit, il y a une vulnérabilité. Très bien. Donc imaginez que l'opposition, s'il critique, c'est directement. Et c'est sacré. Et là, on endommage même la sacralité du rôle du président de la République. Alors je termine avec le bémol, tout de même, il y a un bémol. Oui. Il ne peut, en vertu de ses pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle, tout de même. Oui, par contre, là, il y a des limites. Oui. Par contre, là, il faut reconnaître qu'il y a des limites parce qu'il outrepasse ses pouvoirs. Parce que là, en fait, il y a un pouvoir de contre-saint avec le Premier ministre. Là, en fait, il récupère tous ses pouvoirs. Donc, ça lui donne ce pouvoir-là assez fort. Donc là, on est dans ce qu'on appelle même le présidentialisme monocentré, pour parler comme Gérard Konak. Monocentré. C'est-à-dire tous les pouvoirs, en fait, partent du président de la République et revient au président de la République. Professeur, est-ce que vous en avez la même lecture? En réalité, bon, il n'y a pas un changement à ce niveau. Ces dispositions qui ont existé, par exemple, moi j'avais une première lecture, je croyais que c'était on avait changé pour permettre au président de la République, en cas de crise, de pouvoir modifier la Constitution. Et là, ça nous rappelle toujours la fameuse déclaration de... Oui, mais en réalité, quand même, ça, c'est découle du fait que le président est le garant du fonctionnement normal des institutions. Et la Constitution prévoit des situations de crise où il faudra donner beaucoup plusieurs pouvoirs au président de la République pour assurer le fonctionnement normal des institutions et garantir la stabilité. Très bien. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je disais, c'est un article qui souvent parfois fourre-tout parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, quand ça s'est posé avec la guerre d'Algérie et que le président général de Gaulle, on lui a demandé de gérer la situation, il a dit que je n'ai pas les moyens. Et quand on lui a donné les pleins pouvoirs, il en a profité pour modifier la Constitution et accroître sa légitimité. Donc en réalité, ça ne me dérange pas parce que ce sont des éléments de la Constitution qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau. En réalité, ça a toujours été dans la Constitution. Que ce soit aussi pendant cette période de crise, il ne peut pas modifier la Constitution pour éviter que ce qui est arrivé en France avec le général de Gaulle arrive dans nos pays. Ça, c'est une leçon qu'on a tirée de l'ancien de la métropole. Et vous savez que nos constitutions ne sont rien d'autre que la copie conforme de ce qui se passe en métropole. Et c'est pourquoi, donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème à ce niveau. Absolument. Voilà. Donc, il est question, vous le savez, de... Oui, dites-moi. Oui. Parce que par rapport aux limites, parce qu'en fait, je parlais des pleins pouvoirs. Parce que là, en fait, il y a les premiers, comment dire, les pouvoirs du Premier ministre, en fait, récupérés par le président de la République. Il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. Parce qu'on sait qu'on a une majorité assez mécanique. Donc, de ce fait, imaginez juste si, en fait, la loi passait devant l'Assemblée nationale. Ça allait passer comme lettre à la poste. Bon, en fait, ça, je crois que aussi, c'est un autre domaine. Par exemple, l'article auquel il fait allusion, 52, n'a pas changé. En réalité, c'est la Constitution. Par rapport à ça, c'est les pouvoirs exceptionnels en cas de crise. Et dans toutes les constitutions, ces dispositions existent pour permettre au président de la République d'être le garant du fonctionnement et de la stabilité de la nation. Par contre, ce qu'il dit, c'est autre chose. Peut-être on va y arriver. C'est par rapport à l'aspect pour le Premier ministre. Les conséquences, voilà. Les conséquences. Oui, les conséquences, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un peu... Bon, sur ce plan, je pense qu'ils n'ont rien touché là-bas. Ils n'ont rien touché, ils n'ont fait que ramener les dispositions de la Constitution, parce que la Constitution n'a pas été changée, la même Constitution, et là on n'a fait que la modifier aussi. Quoi. Parce qu'en fait, même en réalité, quand tu regardes le texte, tu comptes en fait le nombre de fois où le président en fait revient. Je l'ai compté, il y a plus de 10 fois en fait, on répète le terme président de la République. Et ça dénote quoi? Ça dénote quoi en fait? Que il y a ce qu'on appelle une hyperpuissance en fait du président de la République, entre guillemets, utiliser le terme de, comment dire, Dimanche, Jean Dimanche en fait. Donc vous voyez, il y a une hyperpuissance en fait du président de la République. Ce que je parlais tout à l'heure, et pour confirmer ça en fait, parce que là, en quelque sorte, c'est l'articulation qui me fait problème. Très bien, l'articulation, nous en parlons dans un instant, sur notamment le titre 4 du gouvernement. L'article 54 nous indique que le gouvernement conduit, écoutez bien, conduit et coordonne la politique de la nation avant de préciser sous la direction du président de la République. Ici, l'on semble nous parler d'une entité qui coordonne, d'une entité
qui conduit? Parce que c'est soit le secrétaire général du gouvernement ou le secrétaire général de la présidence. Mais la question, c'est comment est-ce que l'harmonie en amont peut être assurée? Bah, ça va être très compliqué. Hein. Mais par contre, même si on revisite l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 63 à 70, en fait, il n'y avait pas de premier ministre. Oui. Mais à 68, il a fallu que Senghor, en fait, crée ce qu'on appelle le bureau d'organisation et de méthode. Parce qu'il y avait une surcharge, en fait, par rapport au dossier administratif, en fait. Il y avait une surcharge. Donc, il fallait faire cette coordination-là. Oui. Là, je ne sais pas, en fait, par quel jeu institutionnel, en fait, on va régler ça. Parce que déjà, les Parce qu'évidemment, on parle de la direction du président de la République, mais on indique que c'est le gouvernement qui conduit. C'est le gouvernement qui coordonne. Et il y a autre chose même, Khalifa, Oui. en fait, par rapport à la responsabilité même, en fait, des ministres. Parce que les ministres, maintenant, en fait, ne sont plus responsables devant le Parlement, mais devant le président de la République. Devant le président de la République. Le texte semble dire le contraire, quelque part. Non, je pense que c'est responsable devant le... Ils sont responsables aussi devant le mais c'est assez bizarre, national. En fait, Parce que, attends, je termine juste sur ça. Parce que quand on dit responsabilité politique, c'est devant le Parlement. C'est ça. Mais quand on dit aussi responsabilité pénale aussi, c'est devant le Parlement aussi. Parce que c'est le Parlement qui déclenche cette procédure pénale. Mais là, on peut en fait arriver à un moment où le président peut détourner. On ne sait pas, c'est une hypothèse. On est bien d'accord. C'est une hypothèse. S'il y a un souci avec un membre du gouvernement, comme ce qui s'est passé à l'époque entre Wade et Idriss Seck, en fait, on peut détourner en fait cette responsabilité. Je ne sais pas pour quel rôle. On ne sait pas. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle les voilà. Parce que le pouvoir est assez... Il y a des turpitudes en fait. Il y a des turpitudes par rapport à surtout à la décision en fait du pouvoir. Alors, professeur, l'entité qui coordonne... Oui, en fait, en réalité, vous savez que... Est-ce que c'est un problème d'écriture il y a plus de dimensions. Parce que dès lors qu'on accepte de supprimer le poste Premier ministre, comme je vous rappelle, le Premier ministre n'est pas une institution constitutionnelle au sens d'une certaine dualité au niveau de l'exécutif. Il a été le premier des ministres en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale. C'est ça. Et le gouvernement a toujours été là pour exécuter la politique définie par le chef de l'État sous la direction du Premier ministre. Oui. Il est vrai que si on se propose au Premier ministre, et que, comme il le dit dans le projet, qu'on va aller vers un régime présidentiel avec un exécutif rationalisé, il serait même aberrant de parler de gouvernement, car en réalité, il n'y aura plus de gouvernement, comme le dit tout à l'heure M. K. Parce qu'un gouvernement ne peut exister dans un régime présidentiel. Et qui dit gouvernement dit une certaine formation collégiale et solidaire, dont la responsabilité pourrait engager. Parce que si vous engagez la responsabilité d'un membre, ça entraîne la responsabilité de tout le groupe. Ça, le texte le précise. Ouais. Maintenant, si vous enlevez le Premier ministre, le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement. Parce que pour qu'on soit responsable, il y a deux possibilités. C'est la motion de censure ou la question de confiance. Et le Premier ministre incarnait était l'interface entre le président de la République et le Parlement pour pouvoir jouer ce rôle et engager la responsabilité du gouvernement. C'est là où l'équilibre va s'opérer. Maintenant, si le Premier ministre saute, il n'y aura plus de responsabilité. Les parlementaires ne pourront plus abréger la vie d'un gouvernement. C'est ça. Et de la même façon, le président ne peut pas... Le corollaire de cette faculté, c'est que le président doit dissoudre l'Assemblée. Il ne peut pas. Il ne peut plus. Mais ça, ce sont les ingrédients du régime parlementaire. Mais aujourd'hui que le Premier ministre saute, il n'y aura plus de responsabilité politique. Je dis politique parce que pénal, c'est autre chose par rapport à la haute cour de justice. Il n'y aura plus de responsabilité politique. Mais là où ça pose un problème, quelle est la mission du Parlement dans un pays? Le Parlement a trois missions essentielles. La première, c'est légiférer. La deuxième mission, c'est contrôler l'action gouvernementale. La troisième mission, aujourd'hui, avec ces nouvelles réformes de 2011, c'est l'évaluation des politiques publiques. Mais l'exposé des motifs semble dire qu'elle s'en trouve renforcée. Oui, mais c'est ça qu'on est en train d'expliquer. On se pose des questions. Si aujourd'hui, par le passé, le Premier ministre pouvait engager la responsabilité du gouvernement par la motion de censure ou la question de confiance. Aujourd'hui, ces deux techniques disparaissent. Mais par le passé aussi, les ministres avaient l'obligation de venir répondre aux députés par des questions écrites, des questions orales. Ça va continuer. Mais ces questions écrites orales ne donnent aux députés aucun moyen pour sanctionner l'action du gouvernement. Il n'y a aucune responsabilité. C'est comme si on les convoque, un ministre vient, on lui pose une question, il répond comme il veut, il rentre, que le parlementaire soit satisfait ou non, ça n'a aucune incidence, car on ne peut pas engager sa responsabilité. Et le président de la République n'a pas ses entrées à l'hémicycle parce que nous sommes dans un régime où le président n'est pas responsable politiquement. Finalement, il n'y aura pas de responsabilité. Donc vous me dites qu'il n'y aura pas de contrôle du Parlement
sur le gouvernement, l'action gouvernementale. Tout à fait. Donc voilà, au plan politique, ça saute. Maintenant, dans un régime où il n'y a plus ces moyens d'action, où le président pourrait dissoudre l'Assemblée et que le Premier ministre pourrait engager la responsabilité de son gouvernement, dans un tel régime, on l'appelle régime présidentiel. Mais dans un régime, il y a un équilibre des pouvoirs. Pourquoi, si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, si vous lisez les dispositions qui renvoient au président des États-Unis, vous avez l'impression que c'est lui-ci qui est dépositaire de tous les pouvoirs. Vous allez lire les mêmes dispositions par rapport au Congrès, vous allez voir encore le contraire. Vous allez voir pour la justice, même chose. De telle sorte que nous avons un équilibre des pouvoirs. Mais on s'est rendu compte que ce régime ne peut fonctionner ailleurs qu'aux États-Unis. Et c'est pourquoi, pendant longtemps dans nos États africains, comme le Sénégal, on s'est rendu compte que de la limite de ces deux modèles, que ce soit le régime présidentiel ou parlementaire, on a créé un seul dosage en créant un système mixte qui permettait d'avoir non seulement une responsabilité du gouvernement qui nous renvoie au régime parlementaire avec la motion de censure et la question de confiance, mais aussi la possibilité aussi pour aussi le président de la République de dissoudre l'Assemblée, ce qui signifie donc une certaine des moyens d'action réciproques. Mais pour cela, on a créé une collaboration. C'est cette collaboration qui a amené que l'initiative de loi soit partagée entre le président de la République et les députés. Mais aujourd'hui, quand on a instauré un tel système, on s'est rendu compte que finalement, le régime qui nous avait permis d'arriver à ce dosage a finalement dévié avec une prédominance de l'exécutif du chef de l'État. Il ne s'agit pas d'un équilibre. Parce que dans un régime présidentiel, en réalité, l'exécutif est monocéphale, c'est le président de la République. Tout à fait. Il n'a qu'un cabinet. Et un cabinet ne peut pas être responsable devant un parlement. Et c'est lui qui les envoie pour répondre à des questions ou à des directeurs de société, mais en réalité, ça n'engage aucune responsabilité. Finalement, le contrôle, pour ne pas dire inefficace, n'existe même pas. C'est pour une pure forme. Et c'est même finalement diminuer le rôle du Parlement. Autant le Parlement est seul, et scellé, il est là, mais le Parlement n'a aucun moyen de pression aujourd'hui sur l'action gouvernementale. Or, le Parlement est dépositaire de la légitimité populaire et nous sommes dans une voie représentative où le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Mais est-ce que la situation ne peut pas se renverser si on s'en réfère au titre 7 justement? Oui, en fait. Oui. Imaginez l'hypothèse en fait où l'opposition gagne le Parlement. C'est ce que j'allais entamer justement comme réflexion entre les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Peut-on considérer aujourd'hui que l'article 82, si vous voulez, je vais citer tout à l'heure, comme une mesure, cet article 82, comme une mesure de prudence ou de précaution justement, dans le cas où la mouvance présidentielle serait minoritaire? L'article 82, je peux éventuellement vous en donner quelques bribes. Politiquement, en fait, pour que la question soit beaucoup plus claire. Alors, le président de la République et les députés ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par les membres du gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. C'est qu'en fait, ça revient au texte de Bladir qui disait en fait que le pouvoir ne se partage pas, en fait, d'une certaine manière. Comme je l'ai dit, en fait, comme le président est en train de soutirer d'une certaine manière certains pouvoirs qu'avait son premier ministre. Et là, dans l'hypothèse, comme je l'ai dit, c'est assez stratégique en fait, d'une certaine manière, parce qu'on est dans un blocage. Mais sur cela aussi, je pense que c'est une disposition qui n'a pas changé, ça a toujours existé. Maintenant, ça aussi. Mais on a un peu modulé le texte en fait. C'est que le problème, surtout avec ce texte, professeur, c'est qu'en fait, là où il y avait le premier ministre, on met président de la République. Oui, mais le Premier ministre n'intervenait pas dans ce domaine parce que pour la question des amendements, c'est posé par la Constitution, que ce soit pour les lois ordinaires comme pour les lois de finances. C'est réglé par l'article 82. Bon, là, c'est un domaine. C'est l'encadrement du pouvoir d'amendement des législatifs. Pour limiter le pouvoir du Parlement, ça c'est au niveau financier, on pourrait revenir si vous voulez. Mais pour le plan, parce qu'on va y revenir sur le partage des compétences, des pouvoirs. Vous savez, je disais tout à l'heure que le Premier ministre en réalité n'est que, je peux dire, un commis, parce que c'est le président qui le choisit. Mais ce qui est bizarre au Sénégal, c'est que le Premier ministre est choisi par le président de la République, qui met fin à ses fonctions, entraînant par ricochet la fonction du gouvernement. Mais une fois que le Premier ministre est désigné, la Constitution lui reconnaît des prérogatives qui lui sont propres. Et c'est pourquoi au Sénégal, le Premier ministre dispose de l'administration. Il coordonne l'action gouvernementale. Il a un pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils. Il peut même provoquer un référendum.
et les contre-signes. À partir de ce moment, si vous faites partir ce Premier ministre, toutes les prérogatives que la Constitution reconnaissait en tant que quelqu'un que vous avez choisi, vous revenez à vous. Et c'est là où, ça qui va nous ramener un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure. Parce qu'en 1960, après 1963, quand on s'est rendu compte que le président de la République, non seulement il est exposé, mais il ne peut pas gérer au quotidien les affaires administratives. Et vous savez que c'est ce qui a amené les techniques de déconcentration et de décentralisation, de telle sorte qu'on voit une efficacité, un rapprochement de l'administration des administrés. Mais on était obligé à l'époque de créer non seulement un ministre d'État chargé de cette présidentielle, mais aussi on avait créé même un ministre chargé des conseils des ministres, secrétariat pour la coordination et l'articulation. Aujourd'hui, le président de la République dit que c'est lui qui dispose même de l'administration. À partir de ce moment, quelles sont les conséquences au plan administratif? Je pense que c'est exactement ce qu'est le docteur K. Mais dans un pays où nous avons... Rien ne change, il n'y a rien de nouveau, sauf l'omniprésence. Oui, mais ce qui est grave maintenant, c'est que dans un pays où l'administration est politisée à outrance et que nous sommes en train de dénoncer les lourdeurs administratives, à partir de ce moment où on est en train de devoir renforcer les procédures, quand le président de la République décide de reprendre tous les pouvoirs administratifs à son niveau pour les contrôler lui-même, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne méthode pour la performance et l'efficacité. Là, alors que le Premier ministre pouvait jouer ce rôle. Tout à fait. Et rien n'empêchait que le Premier ministre joue ce rôle. C'est pourquoi j'ai dit que derrière ce projet, il y a des no-dits qu'on ne peut pas comprendre, peut-être c'est politique, mais ce n'est pas uniquement parce qu'on voulait enlever un Premier ministre pour rapprocher l'administration du chef de l'État. Ce n'est pas une question d'efficience. Je ne suis pas, je suis désolé. Tout ça. Au plan politique, je viens de vous dire que d'abord la responsabilité politique cesse. Par conséquent, le Parlement n'est plus maître pour contrôler l'action du gouvernement, alors que le Parlement représente le peuple. Et surtout dans un pays où l'essentiel des lois qui sont votées à l'Assemblée sont d'initiative président et de l'exécutif. À partir de ce moment, et c'est le président de la République qui manipule la procédure législative, tant ordinaire qu'au niveau législatif financier. Même quand on modifie la Constitution, c'est l'exécutif qui est maître de la procédure et la conduite de l'affaire. À partir de ce moment, c'est parce que l'exécutif est conscient qu'il a sa majorité, qu'on utilise d'ailleurs la voie parlementaire, législative ordinaire pour modifier la Constitution. Parce que la Constitution aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue dans nos États? Elle est devenue aujourd'hui un outil de personnalisation du pouvoir. De telle sorte que ce n'est plus une limitation du pouvoir, c'est un instrument entre les mains de ceux qui ont le pouvoir pour pouvoir agir. Agir comment? Malheureusement, souvent, quand on le fait, c'est pour agir. Parce que je crois qu'une institution aussi importante que le gouvernement, si on doit se faire pour le Premier ministre, aura des conséquences au plan de la matière constitutionnelle. Et en chambres de la Constitution, on aurait pu davantage discuter de cette Constitution. Je ne suis pas convaincu. Je doute de la valeur de cette réforme et son impact sur l'adaptabilité et la durabilité de l'institution gouvernementale. Est-ce qu'il est possible que l'on puisse risquer un blocage de l'institution? Oui, je vous ai posé une question. Vous savez que les élections passées, les gens se posaient la question, et si par extraordinaire l'opposition gagnait les élections? Oui, là aussi, précisons une chose. En France, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Si le président de la République perd sa majorité, il tire les conséquences. Pourquoi il les tire? Parce que s'il nomme un Premier ministre qui n'a pas l'assentiment de la majorité, il sera renversé. Il dit, écoutez, comme c'est vous qui devez définir la politique, allez-y, vous êtes comptable dans le peuple. Mais au Sénégal, qui définit la politique de la nation? C'est le chef de l'État. Je pose le tableau, si vous permettez, professeur, sur notamment la nature du régime. Selon l'exposé des motifs toujours, il en résulte un réajustement entre des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le président ne dispose plus, on l'a dit, du droit de dissoudre l'Assemblée nationale, et de la même manière, l'Assemblée nationale ne peut plus provoquer la démission du gouvernement par le vote de confiance ou d'une motion de censure. Donc, est-ce là un équilibre qui prend forme, qui est en train de prendre forme entre les deux pouvoirs, ou est-ce qu'on risque simplement de se retrouver un jour devant l'impasse? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est difficile en fait de qualifier en fait ce régime-là. C'est très difficile. Même c'est pourquoi en fait dans l'analyse parfois on titube. Parce qu'on ne sait pas en fait le cadre idéal pour mettre en fait comment dire, cette politique ou cette réforme-là. Je ne sais pas. Parce que là, moi, j'essaye de le saisir sous l'angle politique. Peut-être le professeur est en train de surfer sous l'angle juridique. Et c'est très difficile. Comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à votre question, Khalifa, en fait, comme je l'ai dit, en fait, là, comme je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit en fait l'hyperpuissance du président. Ça revient toujours en fait, la même chose. De plus, comme je l'ai dit, comme vous avez parlé en fait de la France par rapport à la cohabitation, parce qu'il y a souvent
l'opposition peut gagner en fait le Parlement, là il y a une cohabitation. Mais aujourd'hui, ici, dans l'hypothèse où l'opposition gagne les législatives, comment ça va se passer? Ouais. Bon, si ça devait arriver, par exemple, au Sénégal, il y aura un blocage. L'opposition gagne les élections. Non, dans ce cas, ce qui est prévu, notamment, c'est le Conseil constitutionnel qui arbitrerait sous 8 jours, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est ouais. qu'aujourd'hui, si on va des élections législatives et que l'opposition gagne les élections, elle sera majeure à l'Assemblée nationale. Oui. Mais naturellement, Oui. le président de la République, il lui revient, si on ne supprime pas le poste, il lui revient de désigner un Premier ministre. Oui. Mais il le désigne, ce Premier ministre, va faire sa déclaration politique générale à l'Assemblée nationale. L'opposition dit non, on refuse la confiance. Quelle est la conséquence? Il démissionne. Oui. Et s'il démissionne, qu'est-ce que le président fait? Il ne peut que dissoudre l'Assemblée. Oui. Mais au Sénégal, si l'Assemblée est mise en place, avant 2 ans, on ne peut pas la dissoudre. Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Le président sera obligé de discuter avec la majorité au Parlement pour choisir un Premier ministre de consensus. C'est tout ce qui peut arriver. Et à quel moment arrive l'arbitrage du Conseil constitutionnel? Maintenant, si le Premier ministre a été éliminé, Oui. si par extraordinaire aujourd'hui, l'opposition gagnait les élections législatives, Oui. mais écoutez, ça n'inquiète pas le président de la République. Sauf un cas. On ne peut pas renverser son gouvernement, parce qu'il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a plus de responsabilité politique. Oui. Il ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, même s'il pouvait, il faut attendre d'abord 2 ans, parce que nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé. Mais ce qui est compliqué, c'est que peut-être le président pourrait prendre des projets de loi à l'Assemblée qui sera bloqué pour la majorité. Oui. Mais quand ça sera bloqué, mais c'est ce qui se passe au niveau du Congrès, soit en France, aux États-Unis. Absolument. On n'initie pas des lois au niveau de l'exécutif. Il y a autre chose. Mais il y a des couloirs où souvent le président est obligé d'aller travailler les parlementaires, les congressmen pour avoir à faire passer des lois. Maintenant, ce cas de figure n'est pas arrivé. Moi, je crois que peut-être on ne peut pas déjà dire, et si on gagne les élections, on ne peut avoir des conséquences qu'au plan de la fonction législative. Mais ça ne sera ni au niveau du contrôle du gouvernement, parce que là, l'Assemblée ne pourra rien contre le gouvernement. Pour la troisième mission, à savoir l'évaluation des politiques publiques, on n'est pas encore dans cette dynamique parce qu'on ne connaît même pas encore les instruments d'évaluation des politiques publiques, parce que nous avons fondamentalement changé aujourd'hui notre mode de gestion. Les gens ne veulent pas en parler, mais c'est extrêmement important. Donc je crois qu'en réalité, je disais qu'il y a 3 conséquences ici par rapport à cette réforme. La première, c'est que c'est au plan constitutionnel. D'abord, on n'a jamais eu un régime présidentiel, on n'a jamais eu un régime parlementaire. On a cherché à créer un système mixte avec les ingrédients de part et d'autre. Pourquoi? Et là, c'est une bonne intelligence. Parce que ces 2 régimes classiques qui ont été consacrés au plan constitutionnel ont montré limite partout et ils ont été appliqués. De telle sorte qu'on a été très intelligent à prendre les 2. Mais ces 2 qu'on a voulu appliquer, ça avait conduit à ce qu'on appelait un système présidentialiste, c'est-à-dire la toute prédominance du président de la République. Maintenant, si le président reprend ses pouvoirs davantage, en évitant maintenant que le Parlement puisse engager la responsabilité. Non seulement je ne parle pas de régime présidentiel, on n'aura même plus de système présidentiel, on aura une confusion des pouvoirs. Donc le régime tel que nommé par l'exposé des motifs, des motifs ne vous convainc pas? Mais il n'y a aucune pertinence. Et là même, il ne faut pas faire du droit ou de la politique pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une confusion de pouvoirs. Tenez-vous bien. C'est le président de la République qui nomme à tous les emplois sur les militaires. C'est lui qui convoque l'Assemblée nationale, qui détermine l'ordre du jour et qui détermine les questions prioritaires et même impose la procédure de vote. Oui, la place du Parlement. Au plan judiciaire, c'est lui qui nomme et qui aujourd'hui, bien que c'est une hérésie d'ailleurs, qui intervient dans la fonction et la carrière des magistrats. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les gens disent que non, ça c'est pas son rôle. Mais à partir de ce moment, ce président a tout. Mais s'il maintenant exprime le Premier ministre qui pouvait être l'interface ou l'élément à partir duquel on pouvait renverser le gouvernement, nous sommes au plan constitutionnel dans un système de confusion des pouvoirs. Et au plan administratif, nous allons assister à une centralisation à outrance qui étouffe. Car vous savez que celui, comment on le dit, trop embrassé, ça pose problème. Au plan politique, il n'y aura plus de responsabilité, il n'y aura plus de contrôle. Finalement, le président a les coups de franche, il peut faire tout ce qu'il veut au plan administratif, politique, au plan constitutionnel. Ça, il faut le dire, c'est une lecture. Donc finalement, vous vous retrouvez dans la réflexion. Mais en réalité, c'est ça. C'est pourquoi je dis, moi, j'étais en train de voir qu'est-ce qui a pu inspirer le président de la République pour engager de telles réformes. Parce que je ne vois pas la pertinence. Parce que là, même là, j'avais dit ça en fait hier. J'ai dit en fait, maintenant, Macky Sall, en fait, d'une certaine manière, endosse ce qu'on appelle la vocation et le métier même du politique. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, dans les radars politiques, surtout dans la prospection politique, on ne voyait pas, en fait, ces réformes venir. Même les plus audacieux, en fait, par rapport à l'analyse politique, ne voyaient pas ça. On a des prix de cours. Et par rapport à ce que soulignait en fait le professeur, en fait, là on voit aussi le caractère inévitable en fait, inévitable du président de la République, parce qu'il est intouchable, intouchable, parce qu'on ne peut pas en fait
convoquer sa responsabilité devant le Parlement. Tout à fait. Donc là, il est intouchable. Donc, on va se poser la question, en fait. En fait, peut-être on passera par le peuple, juste pour engager la responsabilité du président de la République. Parce qu'on peut engager la responsabilité du président de la République par une haute trahison. Tout à fait. Et là, c'est difficile de le qualifier ou de le... Reste à devenir, reste à être qualifié. C'est un terme même assez fourre-tout. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, l'article 56, peut-être c'est l'une des seules nouveautés, si ce n'est pas la seule nouveauté. Est-ce erroné de dire d'abord que c'est la seule nouveauté qui semble indiquer que le député nommé ministre a la latitude de retrouver son fauteuil au cas où le président venait à mettre fin à ses fonctions de ministre, à ses fonctions ministérielles. En tout cas, c'est une longue histoire. Il y a des considérations trop superstitieuses, je ne veux pas entrer dans ça, considérations trop africaines, je dirais même, par le passé. Mais pour le cas d'espèce, je crois que l'argument avancé, c'est quoi? On dit très souvent que oui, le député est dépositaire de la République populaire. Mais là, on peut pointer cette disposition comme une nouveauté? Oui, mais en fait, ça a existé une fois. Oui. Mais on l'a ramené aujourd'hui pour dire que c'est pour rendre justice. Parce qu'il perd son poste, parce qu'il est allé au gouvernement. Il perd son poste au gouvernement, il doit revenir prendre son poste. Et l'argument, c'est quoi? On dit qu'en réalité, c'est lui qui a été élu par le peuple. Il est légitime. Mais non, mais ce qu'on oublie, c'est quoi? On n'élit pas un député, on élit une liste. Parfaitement. Et tous ceux qui sont titulaires comme suppléants bénéficient de la même légitimité. À part de ce moment, ce n'est pas parce que vous êtes nommé au gouvernement et que quelqu'un vous a remplacé que ce dernier n'a pas une légitimité. Je ne suis pas d'accord. On peut discuter, c'est mon point de vue. Cela semble reposer aussi la question du mode d'élection des députés. Et mieux, si le ministre revient à reprendre son poste de député, et c'est lui qui l'avait suppléé, qui l'avait remplacé, qu'est-ce qu'il devient? Justement. Alors, ça pose des problèmes. Je pense qu'il ne fallait pas dans ces considérations-là, en disant que oui, en réalité, celui qui l'a remplacé, ce n'est pas la suppléance, c'est un remplacement. C'est ça l'argument avancé. Ce n'est plus une suppléance, c'est un remplacement. Or, ce n'est pas, pour moi, c'est une suppléance qui avait pour vocation de remplacer pour la bonne et simple raison. Quand on votait pour une liste, il y avait l'obligation de donner les titulaires et les suppléants. Et les suppléants ont la même légitimité que les titulaires. Par conséquent, je pense que pour moi, ce n'est pas pertinent. Maintenant, c'est mon point de vue. Voilà. Pour revenir sur autre chose, parce qu'en fait, là, on parlait tout à l'heure, en fait, du président de la République. Et on revient, en fait, au président de la République, parce que partout, on voit que, voilà, le président de la République. Mais par contre, il y a une question qui me taraude l'esprit, en fait. C'est-à-dire, le Premier ministre qui était là, en fait, quel est son rôle? Pourquoi, en fait, le président de la République s'est réveillé un bon jour pour le supprimer, en fait, pour supprimer même, en fait, le poste de Premier ministre? Est-ce que les compétences, en fait, allouées à l'homme étaient là aussi? Ça, c'est une question fondamentale. Parce que d'habitude, en fait, bon, on le voit, même si on regarde l'évolution politique du Sénégal, bon, il y a eu Abdou Diouf. En fait, c'était un système de dauphinat, comme vous l'avez dit avec l'article 35. Il y a eu Habib Thiam, qu'on porte à Abdou Diouf. Là, on voit Boun. Depuis que Macky, en fait, est président de l'Assemblée, Premier ministre, il est là comme directeur de cabinet. Donc, on se pose la question, même par rapport à la moralité politique. Là, il reste combien de semaines pour l'aspiration du poste de Premier ministre? Je ne sais pas combien de semaines. Je ne sais pas, si vous avez lu les dispositions, ils vous disent que le président de la République, maintenant, détermine et que c'est le Premier ministre qui avait le pouvoir d'instruction, le président reprend le pouvoir d'instruction pour éviter les interfaces à aller directement vers l'administration. Bon, j'ai tout lu. Tout à fait, Je vous dis que, comme vous l'avez bien dit, le Premier ministre n'est pas le président de la République, il n'est dans l'ordre protocolaire, il est le coordonnateur, il est le premier des ministres. Et c'est pourquoi il peut mettre fin à la fonction de Premier ministre. Et c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de ça. Au contraire, on a besoin d'un Premier ministre pour rendre beaucoup plus visible l'action du gouvernement. Le Premier ministre est un fantôme. Oui, subordonné. Je le disais subordonné ou assistant? Moi, je dirais fantôme. Oui. Parce qu'à l'entendre de mon propos, je le disais, une entité, moi c'est ça qui m'avait le plus interpellé, l'entité qui est le gouvernement qui va coordonner, l'entité qui va conduire. C'est vrai, Khalifa. Mais par contre, parce que quand vous dites fantôme, c'est un peu difficile à saisir. Mais au moins, quand on dit subordonné ou assistant, il est là. Même si c'est un béni-oui, c'est pas grave. Mais il est là, quoi. Il y a l'existence, en fait, du poste. Au moins, c'est lui, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est lui qui servait l'intermédiaire entre le gouvernement et le Parlement. Mais là, si on le fait sauter, c'est ça le souci. Finalement, personne ne dirige et c'est moi qui dirige.
Bon, en fait, Tout le monde coordonne et moi je dirige. Mais l'action gouvernementale, quand on dit que c'est une équipe collégiale et solidaire, mais qui va assurer cette loyauté et cette collégialité? Il faut quelqu'un. Maintenant, c'est le président de la République. Même s'il va nommer un secrétaire général à la présidence chargé des affaires, il ne pourra pas. Et puis ce qui est extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que le Premier ministre, en réalité, mais il est responsable devant le président de la République et devant le Parlement. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, peut-être c'est la responsabilité devant le Parlement que vous voulez écarter, mais pas devant vous, parce que vous pouvez mettre fin à ses fonctions quand vous le voulez. Et il ne peut exécuter que ce que vous voulez. Vous savez que c'est différent en France, où le président de la République peut nommer un Premier ministre, mais il ne peut pas le révoquer. Et on faisait signer au Premier ministre une démission anticipée en blanc. Vous êtes en train de parler d'un non-sens pour ce qui est de cette réforme, globalement. Par contre, en réalité, il ne faut pas priver de sens par rapport à la réforme. Parce qu'en fait, le président de la République, même par rapport au motif, parle en fait d'une lourdeur administrative. Il l'a dit, parce qu'il y a certains dossiers qui traînent. Il a interpellé le Premier ministre sur ça. Donc, il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais en fait, là, si on réduit l'homme qui essayait de coordonner ça, ça va être très complexe. Très, très complexe. Parce que je ne sais pas quelle architecture, en fait, on va mettre sur place pour que ça... Plus personne ne coordonne, mais il y a quelqu'un qui dirige. Oui. Je pense que ça aussi, c'est clair. Il y a beaucoup de fond. Même s'il coordonnait, on reconnaît au moins une certaine autorité du Premier ministre. Mais aujourd'hui, tout le monde doit s'ouvrir au président de la République en cas de problème, de besoin. Mais lui, il ne peut pas. Il gère d'abord des affaires extrêmement importantes. Au quotidien, il ne peut pas gérer maintenant. Moi, je pense que... moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est plutôt le président, quand il va briguer le suffrage des Sénégalais, il va proposer une politique. C'est sur la base de cette politique qu'il a été élu. Maintenant, qu'est-ce que les populations contrôlent? Est-ce que cette politique sur la base de laquelle elle a été élue a été bien exécutée? Mais qui l'exécute? C'est un attelage gouvernemental. C'est pourquoi le peuple se donne les moyens de sanctionner ce gouvernement au cas où ce qui avait été à l'origine de l'élection n'a pas été bien exécuté. Maintenant, si vous l'enlevez, alors que c'est vous qui avez le droit de mort et de vie sur votre Premier ministre, on ne peut pas nous convaincre d'une efficacité administrative. Alors, j'aimerais bien que l'on aborde... il y a une petite chose que je vais ajouter, parce qu'en fait, il y a une sorte de légitimité après les élections. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'urgence. Par rapport à cette légitimité-là qu'il est en train de dynamiser, parce qu'il y a une légitimité dynamisée, une légitimité neutralisée. S'il avait neutralisé cette légitimité-là, en fait, il allait laisser le Premier ministre là. Mais là, il a essayé de dynamiser, en fait, de dynamiser sa légitimité. C'est pourquoi il a fait sauter le Premier ministre. Donc, on est dans une logique de dynamiser ou de légitimer, en fait, de légitimer les super pouvoirs. Non, pas de légitimer, en fait, par rapport à ce qu'on a eu par rapport à l'élection passée. On est en train de le dynamiser. Très bien. Parce que 58% aussi, ce n'est pas rien du tout. 58% aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose de circonstanciel, en fait. C'est quelque chose de circonstanciel. Donc, il s'appuie sur cette légitimité, en fait, pour le dynamiser, à mon avis. Très bien. Alors, sur le titre 12 de la révision en soi, je termine sur l'alinéa 6 ou 7. La forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. C'est la fin des suspicions. Bon, vous savez que les clauses d'éternité, moi je dis que ces clauses même ont des limites. Il suffit qu'aujourd'hui que M. Macky Sall, le président Macky Sall, dise que non, je ne peux plus changer le nombre de mandats. Il propose une nouvelle constitution. Donc en réalité, c'est là, c'est verrouillé, mais en ce qui concerne cette constitution, qui est susceptible d'être changée. Dans la procédure, quand on est dans la phase de révision, on ne peut pas réviser certaines clauses qui sont des clauses d'éternité. Mais aujourd'hui, si vous voulez changer ces clauses-là, mais vous changez la Constitution. Une clause d'éternité ne représente pas vraiment une C'est-à-dire garantie. que si vous changez la Constitution, nous avons affaire à une nouvelle Constitution. Et par conséquent, les dispositions antérieures sont caduques. Absolument. Dans tous les pays africains, maintenant, c'est comme ça. Il y a une inflation même constitutionnelle de telle sorte que si on peut modifier, on modifie. Si on ne peut pas modifier, on change la Constitution et on dit que c'est le peuple qui le demande. Par exemple, je le disais tantôt, on ne peut pas gagner avec 58% et on fait un discours extrêmement important en disant qu'en réalité, j'aimerais savoir pourquoi les 42% ne sont pas d'accord avec moi. Ça veut dire quoi? La question, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec moi, suppose que si vous devez faire des réformes aussi importantes que vous n'avez pas eu à informer pendant la campagne, vous devez tenir compte que ce sont des institutions qui vont survivre à votre régime. Par conséquent, il faut les partager. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les institutions qui sont les réponses aux préoccupations des populations doivent être des décisions consensuelles.
pour la durabilité, pour l'adaptabilité. Si vous ne le faites pas, on aura tendance encore à tourner en rond, c'est un cercle vicieux, où celui qui viendra va changer les institutions. Pourquoi? Parce que la Constitution étant un instrument de personnalisation du pouvoir, on l'utilise en fonction des moments et des enjeux du moment et des intérêts pour les modifier. C'est pourquoi moi je suis d'accord qu'on mette une clause d'éternité, mais cette clause-là est importante. La clause d'éternité est importante, mais ne garantit absolument rien. Vous savez, rien. M. Diakhaté, une constitution, ce n'est pas l'affaire des juristes ou l'affaire de politique. Une constitution est l'affaire d'une nation. C'est une philosophie, c'est une vision, c'est une manière de vivre. Par conséquent, quand on la met en place, il faudra que tout le monde se l'approprie. Et pour cela, c'est le seul gage pour qu'on ne touche pas à une constitution, qu'on ne la modifie pas. Donc, Khalifa, il faut qu'on trouve notre identité constitutionnelle, en fait. Il faut qu'on ait une culture constitutionnelle. Par contre, là, on est en train de le transformer. Parce que, bon, aussi, le Sénégal, ce n'est pas un État qui a tellement duré. Donc, on est obligé d'être des consommateurs de constitution. C'est normal, hein? C'est la marche de la démocratie qui est comme ça. Donc, il faut accepter ça. Vous parlez de dynamiser la légitimité. Parce que quand je parlais de dynamiser la légitimité, en fait, je parlais parce que le président, il a eu 58%. Ouais. 58%, c'est énorme comme score électoral. C'est très énorme. Donc pour moi, il fallait le neutraliser. Le neutraliser, en fait, c'est de laisser le Premier ministre continuer. Alors, au 5e degré, vous parlez de redynamiser la légitimité. Au 5e degré, quel mot est-ce que vous choisiriez entre nombrilisme ou mégalomanie? Bon, je dirais pas, ça va être très compliqué de me situer, mais je dirais un peu d'ego. Ouais. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Oui, beaucoup d'ego. En plus, par rapport à ça, Khalifa, il y a une question aussi politique qui m'interpelle par rapport à ça, surtout par rapport à la suppression du Premier ministre. Peut-être il y a eu des luttes sourdines au niveau de l'attelage gouvernemental. Parce que là, en fait, on voit qu'il n'y a pas encore un placement ou un classement de numéro 2 de l'État. On ne le voit pas. En plus, on est dans un gouvernement qui n'est pas fort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ministres d'État. On les compte, hein. On les compte. Donc, vous voyez la logique. Même tout à l'heure, il parlait de bureaucratie. Même pour moi, on est dans une bureaucratie présidentialisée. Parce que maintenant, c'est le président de la République qui est le chef de l'administration, en quelque sorte. Donc, vous voyez. Donc, retour toujours sur le président de la République. Bon, j'espère qu'il y aura célérité, comme il l'a dit, et efficience, parce que ce sont son agenda politique. Mais comme là, on ne sait pas le contenu, on ne peut pas avancer sur ça. Oui, en fait, parce que peut-être il y a des considérations qu'on ne maîtrise pas, mais il faut savoir aussi que moi c'est mon point de vue, il l'a dit tout à l'heure, c'est une question de pérenniser une constitution. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut une culture démocratique, d'abord. Aujourd'hui, malheureusement, la conception qu'on a du pouvoir en Afrique, on n'a pas échappé. Aujourd'hui, le pouvoir confère des privilèges, des avantages, et c'est un moyen d'ascension sociale. Et quand on y accède, on n'est pas pressé de le quitter. À partir de ce moment, tous les mécanismes sont possibles pour garder le pouvoir. Quitte à violer, quitte à faire tout ce que l'on veut, la preuve, quitte à ne pas plus partager, à imposer son point de vue. Malheureusement, et ce que j'ai commencé par ça tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui, les réformes les plus importantes de la Constitution aujourd'hui passent par la voie législative ordinaire. Et là, je pense qu'il faut respecter les députés. Surtout que notre Parlement aujourd'hui a été réduit à le statut de figurant. Surtout qu'avec cette dernière réforme du député, on oublie que le député a un mandat représentatif. Dès qu'il est élu, il représente toute une nation. Par conséquent, on n'a pas besoin que ce député soit identifié par rapport à un clan politique ou par rapport à un camp. Et malheureusement... Alors, autre chose, le président là incarne le leader d'une majorité. Et là, comme le fusible n'est plus là, c'est lui qui va dialoguer avec le législatif, c'est-à-dire le Parlement. Mais ça va être très compliqué. C'est-à-dire un président qui dialogue avec... Vous ne pensez pas que l'équilibre est tout trouvé? Oui. D'abord, ça pose un problème, parce que notre système de désignation de nos parlementaires montre qu'aujourd'hui, on a toujours la majorité. Alors qu'une bonne démocratie s'apprécie et se juge par le sort qui est réservé à la minorité. Et aujourd'hui, la minorité est 48%. Oui. 42%. Alors je remets le doigt dessus. L'absence de possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale, l'absence de possibilité de motion de censure, de confiance, de vote de confiance, ça remet les pendules à l'heure, ça crée l'équilibre ou ça donne toutes les possibilités. Si vous entendez par l'équilibre un isolement, parce que même Montesquieu qui a consacré le principe n'a jamais dit d'un isolement des pouvoirs. Parce que les pouvoirs doivent aller de concert. Il faut une collaboration. Et c'est pourquoi le régime était un régime extrêmement important. On a pris les ingrédients du régime parlementaire présent, on a créé une collaboration. Car en réalité,
ce qui détermine la nature d'un régime, c'est les rapports qu'il y a entre les deux pouvoirs issus du suffrage universel, à savoir le législatif et l'exécutif. Si ces pouvoirs sont heurtés de façon très isolée, on le qualifie de régime présidentiel. Mais quand ces pouvoirs sont très souples les relations, on dit régime parlementaire. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'aucun de ces modèles ne se suffit à lui-même. Il y a toujours des limites. En plus, professeur, pour ajouter, même là, le président est obligé en fait de s'occuper de la conjoncture politique. Mais ce que je viens de vous dire, maintenant il est gestionnaire au quotidien des contingences politiques et même administratives dans un pays où nous avons des... Parce que quand même il y a des enjeux. Et il est vrai que les bailleurs de fonds disent souvent qu'il faut alléger les procédures. Et puis nous sommes dans un monde, dans une mondialisation avec l'information qui circule à une vitesse extraordinaire. Ce qui se passe dans le coin précis du globe est connu côté opposé. Aujourd'hui, il fallait avoir une autre vision. Très bien. Parce que la vision, ce n'est pas de dire que je vais tout centraliser, il fallait aujourd'hui ouvrir et responsabiliser. Dernière question provocatrice, pour partir un peu des propos tout à l'heure du docteur K, qu'il a susurré. Je présente le tableau. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, est-ce que l'architecture institutionnelle n'est pas en train de payer justement les conséquences de l'héritage de Macky Sall, un président de la République qui va vers son dernier mandat, le tout dernier, selon la Constitution, et qui laisse derrière lui un parti dit non structuré, où il y a une absence de dauphinat clair, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer justement tout ce tableau? Bon, là, il est en train vraiment d'imprimer sa marque par rapport à la nouvelle, en fait, au nouveau système politique, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que là, en fait, bon, même si, parce que depuis 28 ans, depuis 91 ans, il y a une stabilité par rapport à l'institution du Premier ministre. Depuis 28 ans, il y a une stabilité institutionnelle par rapport au poste de Premier ministre. Là, d'un seul coup, il y a un changement. Comme je l'ai dit, et il n'y a rien, en fait, sous les radars pour qu'on puisse changer. Parce que quand on regarde, en fait, le passé, au moins le climat politique permettait de s'engager. Donc si je récapitule, ou plutôt si je reformule, est-ce que c'est la situation de l'APR dans le contexte qui éclabousse l'architecture institutionnelle du Sénégal? Bon, ça va être très compliqué, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est son parce que c'est son dernier mandat. Oui. Parce que, bon, pas d'ambition, comme je l'ai dit. Peut-être moi, peut-être dans la stratégie assez sourdine, assez sourdine, je dirais, dans une stratégie assez sourdine, je dirais peut-être il y avait ce qu'on appelle des luttes sourdines, des luttes sourdines du point de vue du parti du président. Peut-être il y en avait. Ou classer un numéro 2. Peut-être il y avait ce souci. C'est une hypothèse, hein. Parce qu'on est dans la stratégie politique, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que par rapport à la Constitution, chaque fois qu'on arrive au pouvoir, on cherche à corroborer le texte de la Constitution par rapport à ses propres préoccupations personnelles et politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que les contingences ou les préoccupations partisanes doivent prendre le dessus sur celles des populations? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Telle sorte que pourquoi aujourd'hui, quand on arrive au pouvoir, parce que le langage est un langage courant, on dit oui, le président se prépare, oui, parce que son parti n'est pas organisé. Mais ça, c'est des questions qui sont connexes. Mais regarde, nous avons un État, une institution étatique. À part ce moment, il y a des procédures qu'il faudra appliquer. Mais ce que le président fera de son parti ou de sa mouvance, mais moi je pense que c'est vrai qu'il y aura un impact forcément. Mais est-ce que c'est cette réalité qui éclabousse l'institution? L'architecture. Oui, vous savez que, et d'ailleurs c'est ça le danger. Parce que c'est comme si on retourne à l'époque du parti unique. Et c'est ça le danger d'ailleurs, avec M. Macky Sall. Mais comment vous, spécialiste, tout à l'heure je commence par vous dire que le président Macky Sall n'est ni le président Senghor, ni le président Abdou Diouf. On n'est ni en 63, ni en 83, on est en 2019. Et ça veut tout dire. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'avoir une telle vision ou de telles idées aujourd'hui? Je ne peux pas apprécier. Si on a d'autres préoccupations politiques qu'on va régler, jusqu'à aujourd'hui impacter sur la Constitution, impacter sur les institutions, je suis désolé car les institutions doivent se à vous et que les institutions, tant que je l'ai dit tantôt, elles ne seront pas appropriées par le peuple ou les populations. Il y a de fortes chances que le terme de parti unique, c'est un peu fort, quoi. Mais je dirais en fait que les droits de l'opposition sont un peu abrégés, quoi. Parce que c'est l'ensemble, du moins c'est l'Assemblée nationale en fait qui représentait en quelque sorte les droits de l'opposition. Mais là, on l'a abrégé d'une certaine manière. Alors que voit l'œil du politiste sur les chances, notamment de réussite de ce dispositif? Bon, quelles sont ces chances de réussite? Moi, comme je l'ai dit, Khalifa, tout à l'heure, c'est l'articulation qui me pose problème. L'articulation. Où placer les hommes?
qui sera à la charge de l'administration. Parce que le président de la République, il a déjà tellement de charges. Là, il sera surchargé. Parce que déjà, le secrétaire général du gouvernement... Il a la latitude aussi, le texte lui permet aussi de déléguer. Oui, peut-être de déléguer. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce que Senghor avait fait en 68 avec son fameux bureau d'orientation et de méthode pour désengorger d'une certaine manière. Mais là, en plus, il y aura autre chose. Si le président de la République est surchargé, imaginez un ministre a des soucis quelque part. Il va juste transposer sa responsabilité devant le président de la République pour lui dire que ça ne fonctionne pas. Alors, professeur, et c'est un prétexte commode, Khalifa, d'une certaine manière. Mais il a toujours délégué. Il a toujours délégué au Premier ministre. Et au ministre, malgré l'existence du Premier ministre, il délégue au ministre. Parce que le président peut déléguer un pouvoir réglementaire à un ministre alors que le Premier ministre est là. Très bien. Donc je pense que c'est des questions. Bon, en fait, moi, c'est des questions, bon, ça ne me dérange pas beaucoup. Je l'ai analysé. Et je pense que je l'ai analysé dans un ouvrage il y a quelque temps, bizarrement, sur tous ces problèmes qu'on a avec les régimes politiques et les constitutions, et comment on est en train de les instrumentaliser. Et cela, j'en ai parlé dans un ouvrage pour montrer qu'en réalité, au fond, je crois que ce qui nous manque, on n'a pas de... On a des démocraties, mais il n'y a pas de démocrates. Ceux qui sont là, il n'y a aucune culture démocratique. Tant qu'on n'a pas réglé cette question-là, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les contingences politiques prennent le dessus sur tout. Vous auriez jusqu'à dire patriote ? Je ne sais pas, parce qu'en réalité... Ce serait plus un jugement de valeur. Parce qu'un pouvoir, quand on a le pouvoir et qu'on essaie d'étouffer ou de tuer tous les contre-pouvoirs, je me dis qu'on n'est pas encore prêt pour gouverner. On a de bons textes, mais ceux qui les appliquent pour ça pose problème. Nous avons une bonne constitution, parfois. Mais il y a des gens qui veulent que la constitution soit obscure, parce que peut-être c'est des personnes qui sont plutôt qui me sont basées le terme tordu et qui vont rendre les règles tordues. Il y a un débat qui a été agité ces derniers jours sur un troisième mandat. Vous voyez que ça commence par ça. On ne peut pas avoir une constitution qui est claire, c'est du français. On vous dit que nul ne peut faire de mandat consécutif, c'est du français. Vous dites est-ce qu'il y a une possibilité en cherchant une possibilité d'interprétation. Donc vous voyez que c'est nous-mêmes responsables de la situation. C'est ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, il faudra former nos leaders à la culture démocratique et peut-être quand on y arrivera. Vous n'avez pas répondu, professeur, à ma dernière question, les chances de réussite de ce dispositif. Oui, mais en fait, moi je le souhaite. Vous savez pourquoi? Moi, je n'ai pas d'appréhension sur les personnes. Par exemple, je ne vais jamais apprécier un ministre qui a nommé parce que pour moi, je pense qu'il a des compétences. Le président a des objectifs. Et il sait ce qu'il veut. Et il prend les hommes qu'il pense qu'il peut atteindre avec ces hommes-là cet objectif. Moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, j'apprécie un système, le fonctionnement, les dysfonctionnements. C'est ça qui m'intéresse. Justement, moi, c'est le dispositif. Mais aujourd'hui, il vient de commencer. En tout cas, j'ai dit que j'ai un peu peur. J'ai dit que je doute même de la valeur de ces réformes. Pour la bonne et simple raison, au plan administratif, je ne vois pas comment ça peut impacter sur l'efficacité et la performance, résultat et l'efficience. Au plan constitutionnel, je viens de vous dire qu'on a renforcé davantage ce qui donne l'apparence d'une confusion des pouvoirs, parce qu'il n'y a même plus de gouvernement, c'est une appellation. Au plan politique, je viens de vous dire que le peuple qui ne peut passer que par une assemblée, même si elle est monocolore, ne peut plus contrôler l'action d'un gouvernement qui est là, censé agir pour lui, finalement. Donc je me dis que j'attends de voir, mais au plan des signaux, je ne vois pas de perspective heureuse par rapport au... Surtout que j'attendais les motifs, l'exposé des motifs, pour avoir une idée précise, mais je me rends compte que je reste sur ma fin. Je n'ai eu que dire que oui, c'est pour... J'ai un temps très court de 5 ans, il me faut aller enlever les interfaces, être en face aux problèmes pour les prendre. Je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite parce que c'est pour nous aussi. Rien de nouveau, si ce n'est l'ubiquité du président de la République. Bon, son renforcement, il le dit président, là où on voit le premier ministre, maintenant on voit président, dit sur l'administration, il a le pouvoir réglementaire, il a ceci, finalement, il est omniprésent. Le contre-pied dit, peut-être cette surveillance excessive, en fait, peut-être pour renforcer d'une certaine manière, en fait, l'administration, peut-être, j'ai dit, peut-être, parce que l'agenda politique, je ne sais pas, en fait, les teneurs ou les tenants et les aboutissants, en fait... vous savez, Mouchaka, un seul mot, c'est parce que quand vous surveillez trop, vous risquez même de parler l'action. Regardez avec la nouvelle réforme au plan financier. Pourquoi les ministres vont passer ordinateur alors qu'ils étaient administrateurs, ils passent sur le contrôle du ministre des Finances pour pouvoir exécuter. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Parce que... Quand il y a une santé autonome, c'est une concentration et l'efficacité disparaît. Accordons-lui le crédit de vouloir bien faire, de vouloir surtout, j'aime bien l'expression, dynamiser la légitimité issue du dernier scrutin. C'est tout le mal qu'on lui souhaite d'ailleurs, parce que pour le bonheur des Sénégalais. Merci beaucoup, merci professeur Ndiogou Sarr, merci beaucoup au docteur Ousseynou Ka, politiste, professeur Ndiogou Sarr bien entendu, qu'on ne présente plus, spécialiste de droit public, constitutionnaliste, et professeur également
Aujourd'hui, c'est l'élève et le maître qui se sont rencontrés. J'ai eu l'honneur de vous recevoir ce soir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Excellente soirée sur ITV. ITV, encore en phase test, mais toujours présente pour vous mettre au parfum des moindres développements de ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays, le Sénégal. Excellente soirée.